Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Je vais donner ma parole tout d'abord, c'est l'approche genre oblige. Je vais donner la parole à ma chère collègue et amie, Hind Boujdouri, qui est professeure et spécialiste. Et vraiment, je suis fier d'elle parce qu'elle a fait une belle thèse dans la faculté de droit de Casablanca. Et parmi les meilleurs lauréats de la faculté, donc je lui cède la parole. Merci beaucoup, mon cher professeur et ami Seymour Béliba. Je profite encore de l'occasion pour réitérer mes sincères condoléances. Et je suppose que Sylvie se joint à moi pour qu'on vous exprime notre solidarité et notre soutien dans cette épreuve très très douloureuse de la vie. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour discuter avec nous et assister avec nous dans cette célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Mes remerciements vont vers le centre Mohamed Hassan Louazani qui m'a invité à assister à cette table ronde. On n'est pas bien ronde, mais bon, c'est pas grave. Pour justement célébrer cette journée qui est devenue une occasion renouvelée pour justement retrouver des personnes qui me sont chères, des amis, et partager des idées qui rentrent dans le cadre de la protection de l'environnement. Alors, je voudrais remercier plus particulièrement Madame Pauline Louazani et Mademoiselle Mara Eledin. Je suis aussi très très contente d'avoir pu discuter avec notre grand professeur M. Louazani. On est vraiment fiers de nos enseignants. Bon, alors aujourd'hui, moi je vais parler un petit peu. Bon, j'ai oublié M. Mohamed Benassi, qui est un frère pour moi et qui a, comme l'a dit M. Béliba, qui a rejoint récemment le Conseil économique, social et environnemental, et donc j'en profite pour lui souhaiter beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Alors pour la thématique de la lutte contre la pollution plastique, j'aurai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui quelques idées. Ça va être des idées qui seront basées sur une approche juridique, certes, par mon profil de juriste, mais c'est une approche juridique qui vise à encadrer une vision économique, souvent présentée comme une solution prometteuse pour solutionner le fléau de la pollution. Mais avant, permettez-moi de citer quelques chiffres, on va dire, inquiétants que j'ai pu trouver sur le site du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Pour commencer, la production plastique, comme l'a signalé M. Béliba, est estimée selon le PNUD à plus de 430 millions de tonnes chaque année. Toujours selon le PNUD, on consomme 1 million de bouteilles de plastique chaque minute et jusqu'à 5 milliards de sacs en plastique chaque année. Un autre chiffre révèle que la moitié du plastique produit est conçu pour un usage unique. Il y a donc une durée d'utilisation qui est très très courte. Qui dit une durée d'utilisation courte dit que c'est une situation qui le prédestine au statut de déchet polluant. Là, je suppose que vous conviendrez sans doute avec moi que ce sont des chiffres qui sont vraiment très inquiétants. Des chiffres qui devraient a priori nous alerter sur la manière de lutter contre la pollution plastique tout d'abord, mais aussi nous interroger sur les volumes de plastique à venir si rien n'est fait actuellement. Dans ce cadre, il faut bien garder en mémoire que si le plastique est omniprésent dans nos quotidiens, justement parce qu'il a des propriétés qui sont très intéressantes.
en termes de coût, en termes d'élasticité, en termes de souplesse, en termes de robustesse, et la liste n'est pas finie. Donc tout cela pour vous dire que les volumes, si rien n'est changé, les volumes de plastique ne connaîtront pas de tendance baissière si rien n'est fait, et donc justement il faut agir pour essayer de trouver une solution à ce gros problème. Bon, il n'est plus à démontrer les impacts négatifs de la pollution plastique sur les écosystèmes, particulièrement les océans qui y sont asphyxiés. Le plastique souille les paysages. Le plastique maintenant menace la santé puisque les microplastiques se stabilisent dans le corps humain et déréglementent un petit peu les équilibres de santé. Et puis, il ne faut pas oublier la contribution du plastique dans les émissions de gaz à effet de serre. La gravité de la situation de la pollution plastique, on peut aussi la déduire du fait qu'aucun endroit sur Terre n'est épargné de cette pollution grandissante et cette pollution monstre. Donc face à cette situation douloureuse, une situation d'ailleurs qui présage d'un avenir sombre si rien n'est fait, bon, la sonnette d'alarme a été tirée par les scientifiques d'abord et les membres de la société civile, et récemment, plus exactement en 2022, l'Assemblée générale des Nations Unies a appelé, comme l'a dit notre cher professeur, à l'élaboration d'un projet de traité, bien sûr un instrument contraignant visant à combattre la pollution plastique. Alors globalement, si on se place plutôt dans la perspective de parler des solutions à même de combattre la pollution plastique, on est bien évidemment dirigé vers la cause de cette pollution. En d'autres termes, la lutte contre la pollution plastique commence justement, pas seulement, bien sûr essentiellement, mais pas seulement, par la lutte contre le déchet, la cause de la pollution plastique. Et là, forcément, on accuse le modèle économique, parce que là, je vais expliquer un petit peu pourquoi l'économie circulaire est présentée comme une solution intéressante pour lutter contre la pollution plastique. Il faut dire que le modèle économique actuel, qu'on qualifie de modèle linéaire, c'est un modèle qui est accusé souvent comme étant coupable des maux de la planète. Alors, pour expliquer un petit peu cette économie linéaire, je vais emprunter une définition qui a été donnée par Fabienne Collard, je cite. C'est une économie qui ne vise qu'à optimiser les flux de produits et le rendement sans internaliser dans l'équation les conséquences sur l'environnement d'un tel procédé. Fin de citation. Donc, c'est donc un modèle qui cause énormément de pression sur l'environnement, en termes bien sûr de consommation des ressources naturelles, d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en termes de production de déchets. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'objectif de rendement des producteurs ne tient pas compte justement des coûts qui seront supportés plus tard par la collectivité et donc l'humanité pour réparer justement les atteintes, les restaurations, les gaspillages que subit l'environnement. Alors le fait est que pour gagner toujours plus, les producteurs, dans le cadre de l'économie linéaire, tendent à pousser vers une consommation, on va dire, un peu agressive, qui va faire prévaloir beaucoup plus les produits à usage unique ou des produits dont la durée, si vous voulez, de vie est assez courte, dans le cadre de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Il s'en est suivi, forcément et logiquement, une hausse des volumes de déchets à gérer pour la planète. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, la prise de conscience est de plus en plus grandissante à raison de l'importance, voire de l'urgence, de changer de paradigme. Et le changement de paradigme passe par la reconsidération du modèle économique, en l'occurrence l'économie circulaire. Donc il faudrait imaginer un modèle économique qui soit beaucoup plus favorable à la préservation de l'environnement et qui va dans le sens du développement durable de manière générale. Alors plus explicitement, la reconsidération viserait à corriger les défauts d'une logique économique
qui ne tient pas compte justement de la finitude de la planète et des ressources, mais aussi dans ses capacités régénératrices de l'environnement. Et c'est ainsi qu'a émergé le concept de l'économie dite circulaire. Alors de quoi il s'agit? Pour l'expliquer, je vais encore emprunter une définition de l'économie circulaire qui a été donnée par Marie-Pierre Maître et Blandine Berger. Je cite: c'est un système de production et d'échange prenant en compte, dès leur conception, la durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants, de sorte qu'ils puissent redevenir soit des objets réutilisables, soit des matières premières nouvelles, afin de réduire la consommation et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources. Fin de citation. Autrement dit, la notion d'économie circulaire prône une utilisation plus efficace, voire optimale de toutes les ressources sur la planète. Elle prône aussi une diminution des effets négatifs sur l'environnement, mais sans sacrifier surtout la croissance économique. Bien évidemment, comme son nom l'indique, l'économie circulaire trouve ses origines dans la discipline économique, un peu comme le principe du pollueur-payeur, mais qui a été saisi peu à peu par le droit dans le cadre de textes régissant sur tous les déchets. Alors, je vais vous présenter quelques illustrations relevées dans le droit comparé. À ce titre, il faut dire que l'Allemagne est pionnière en ce sens puisqu'elle a adopté ou qu'elle a consacré l'économie circulaire dans une loi dès 1994. Le Japon aussi, de par 2 lois cadres, il a adopté une loi sur les déchets qui va dans le sens de la préservation de l'environnement et adopte un petit peu l'esprit de l'économie circulaire, mais également une autre loi cadre intéressante qui a été adoptée en 2000 qui vise l'atteinte d'une société zéro déchet à terme. En France, l'économie circulaire a été consacrée expressément dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015. Elle définit justement l'économie circulaire en ces termes, je cite: la transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter, en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires, ainsi que par ordre de priorité, c'est très intéressant, à la prévention de la production des déchets, notamment par le réemploi des produits et suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou à défaut à une valorisation des déchets. Fin de l'article. Alors, l'Union européenne, dans le cadre du droit communautaire, également a adopté plusieurs directives qui consacrent l'économie circulaire. Je vais me limiter juste à citer une seule directive, c'est la directive 2008-98-CE relative aux déchets, parce qu'elle est en étroit rapport avec notre sujet, mais il y a d'autres directives qui parlent de manière très poussée de comment on va passer, si vous voulez, de logique économique à une application juridique, à un encadrement juridique de l'économie circulaire. Je voudrais aussi partager avec vous une autre illustration qui est très intéressante à mon avis, c'est le cas chinois. La Chine, dans le cadre de la montée de sa puissance économique, a dû subir à l'environnement des atteintes et des impacts très très lourds de conséquences. Mais je veux dire que ce qui est intéressant chez les Chinois, c'est qu'ils apprennent un peu vite. Voilà. Donc, ils ont bien pris conscience de l'importance de préserver l'environnement, du fait que toute atteinte à l'environnement va générer des coûts très très importants qui vont impacter leur économie. Et c'est pour cela qu'ils ont adopté dès 2008 une loi visant la promotion de l'économie circulaire. Et justement, l'économie circulaire est consacrée dans le cadre de cette loi comme étant une priorité nationale. Et cette loi, justement, précise en plus de manière très claire les rôles respectifs de tous les intervenants, en particulier les administrations, qui sont chargés de mettre en œuvre
l'économie circulaire à l'échelle de toutes les collectivités territoriales. Après cette fenêtre ouverte, bien sûr, sur le droit comparé, il est une question qui m'a été posée. Qu'en est-il pour le Maroc? 5 minutes, pas. Alors, le Maroc dispose d'une loi pour la gestion et l'élimination des déchets, c'est la loi 28/0. C'est une loi qui prévoit timidement la valorisation. Autrement dit, la loi ne prévoit pas, dans le cadre de la lutte contre la pollution de manière générale, le principe de la correction à la source pour éviter la production des déchets. C'est un principe qui est très intéressant parce que le meilleur moyen de lutter contre la pollution par les déchets, c'est justement d'éviter la création de ce déchet. D'ailleurs, il y a un adage qui est largement repris, c'est le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Par ailleurs, la loi 28/0 présente également on va dire une petite faiblesse, une petite limite, puisqu'elle ne prévoit pas d'obligation de traiter les déchets par une priorisation des traitements. On pourrait penser à une réutilisation de la chose, un peu comme les bouteilles de coca qu'on connaissait avant, il y avait une réutilisation. Il peut y avoir un recyclage, il peut y avoir une valorisation des déchets, et l'élimination a priori de manière générale pour les déchets ne devrait intervenir que pour les produits en fin de vie pour lesquels on ne peut pas prévoir, si vous voulez, une solution de correction. Cette situation, ou plutôt cette priorisation dans le traitement des déchets devrait être retenue dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, qui est connue aussi sous les initiales la REP. Alors, qu'est-ce que c'est que la responsabilité élargie des producteurs? C'est une responsabilité juridique qui est mise à la charge des producteurs ou fabricants de déchets. Et c'est une responsabilité qui ne va pas s'arrêter comme la responsabilité qu'on connaît pour le vendeur, qui s'arrête au moment de la vente. Parce que, comme vous devez le savoir, dans le contrat de vente régi par le Tahrir, dans mon code des obligations et contrats, le vendeur, quand il fait un contrat de vente, la vente emporte le transfert du droit de propriété sur la chose, mais emporte également un transfert des risques de la chose. Donc, dans la logique générale, c'est que la responsabilité du vendeur s'arrête au moment de la conclusion du contrat de vente. Alors, l'AREP vient justement corriger, si vous voulez, cette limite face à ce fléau de la pollution. Elle préconise que la responsabilité d'un fabricant d'un produit qui est destiné ou qui va finir déchet, de dire que finalement sa responsabilité ne va pas s'arrêter à la vente, mais elle va être élargie et étendue jusqu'au traitement du déchet ou de son produit, on va dire, qualifié en fin de vie. Donc c'est une responsabilité qui est très très intéressante, puisque mettre une responsabilité juridique à la charge du fabricant, c'est comprendre qu'il va devoir assumer les conséquences, si vous voulez, du traitement. Qui dit conséquences de traitement dit va devoir engager des coûts financiers. Et donc c'est le meilleur moyen pour inciter les producteurs à reconsidérer, si vous voulez, leurs produits pour éviter qu'ils soient dans l'obligation de les gérer en fin de vie. Et c'est l'intérêt, si vous voulez, de la responsabilité élargie des producteurs. Donc les fabricants auront tout intérêt à avoir recours à des produits qui ne seront pas des déchets, ou reconsidérer l'éco-design de leurs produits, à utiliser des ressources recyclables, etc. etc. Une autre mesure juridique que la loi sur les déchets gagnerait à inclure dans la philosophie de l'économie circulaire, c'est d'instituer le tri sélectif. Le tri sélectif est très très intéressant pour permettre la collecte et le traitement des déchets, et je dis la collecte et le traitement convenable des déchets. Après tout cela, nous pouvons affirmer que le Maroc gagnerait à réviser sa loi 28/0 dans le sens de la prévention d'abord, dans la mesure du possible, et aussi de reconsidérer, si vous voulez, même le statut de déchet, parce que quand on prend la loi 28/0, le déchet est considéré comme quelque chose
comme un bien meuble selon les termes de la loi 28/00, comme un bien meuble dont personne n'en veut et qui doit être éliminé. Il faudrait reconsidérer cette façon de voir le déchet comme un produit plutôt comme une ressource dont on pourrait tirer profit et qu'il ne faudrait pas justement jeter. Alors, dans ce cadre, il faut dire que le législateur marocain il est bien conscient de l'importance de réviser la loi 28/00 et d'ailleurs la loi cadre portant charte nationale de l'environnement et du développement durable a appelé à l'actualisation justement de la loi régissant, si vous voulez, relative aux déchets, et je vous cite exactement, elle appelle à l'actualisation du cadre législatif relatif aux déchets dans le but du renforcement des aspects liés à la réduction des déchets à la source, à l'instauration d'un système de collecte sélective des déchets, à la promotion des techniques de valorisation des déchets et l'intégration du principe de responsabilité élargie et la gestion écologique des déchets dangereux. Fin de citation. Donc, rapidement, à mon sens, l'actualisation de la loi sur les déchets devrait consacrer clairement et expressément les principes de l'économie circulaire dans le cadre du développement durable. Mais, cela dit, il faut quand même préciser que le droit marocain a eu l'audace quand même d'adopter une loi qui porte interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs en matière plastique. C'est une belle action du Maroc, car au-delà de l'efficacité, si vous voulez, mitigée de cette interdiction dans le cadre de la loi, est-ce qu'il y a des résultats tangibles sur la pratique? Une chose est sûre, c'est que quand on prend la route maintenant au Maroc, ben on n'est plus, si vous voulez, dérangé par les sacs plastiques qui se baladent un peu partout dans la nature. Alors, on peut dire globalement que le meilleur moyen de lutter contre les déchets plastiques, c'est d'agir en amont, en responsabilisant juridiquement et pas seulement moralement, comme dans le cadre, si vous voulez, de la responsabilité, la RSE sociale ou sociétale des entreprises. Il faudrait que ça soit juridique, contraignant, pour ceux qui produiraient les déchets qui vont polluer l'environnement. Et cette histoire passe forcément par l'internalisation des coûts financiers afférents justement à ces déchets-là et les internaliser ou dans les comptes des fabricants de ces déchets plastiques. Donc c'est le meilleur moyen justement pour j'ai bientôt fini. Donc tout cela pour vous dire que l'économie circulaire pourrait potentiellement résoudre dans une large mesure le problème des déchets plastiques. C'est pour cela que je pense personnellement qu'il est grand temps que le Maroc encadre juridiquement l'économie circulaire dans le cadre d'une loi. Ça pourrait être prévu dans le cadre de la loi sur les déchets. Ça peut être dans le cadre d'une autre loi sur l'économie circulaire ou sur le développement durable. À mon sens, la loi sur les déchets suffirait largement. Dans tous les cas, je voudrais juste attirer votre attention qu'il ne faudrait pas se leurrer sur la solution miracle de l'économie circulaire pour lutter contre la pollution plastique, parce qu'il faut passer par certaines interdictions de type de plastique ou d'additifs plastiques qui seraient dangereux pour la santé et pour l'environnement. Il faudrait procéder à des normalisations, à des fixations de seuils, etc., etc. Donc c'est des aspects techniques qui devraient être repris par le droit, forcément. Également, on a besoin d'encourager l'innovation technologique pour faire accélérer la biodégradation du plastique autant que possible. Nous avons vu que l'innovation, les scientifiques ont pu découvrir que les verres de cire permettaient d'accélérer la dégradation d'un plastique qui devait se faire normalement après des milliers d'années. Donc ça se fait rapidement, c'est une belle chose. Enfin, la sensibilisation pour la prise de conscience de l'intérêt de préserver l'environnement, avec tout ce que j'ai cité avant, sont autant de solutions pour lutter contre la pollution plastique. Une chose est sûre, l'humanité est à un tournant de son histoire avec le plastique. Le temps presse et le mot d'ordre serait l'action. Je voudrais finir mon intervention sur une poésie d'un Russe, Dmitri Krylov, qui illustre très très bien notre condition d'humanité. Je cite: « Dans le seau à ordures, quelque chose pourrit.
Mais qu'est-ce qui pourrit? Mais reste même, de manière à ce que je puisse être humain. Ô mes bien-aimés, ô mes enfants, comme je suis coupable à vos yeux, j'aurais pu vivre à vos côtés, mais je ne peux quitter mon poste. Je suis installée ici comme homme pour un temps. Et je vous remercie de votre attention.